Bonjour à toutes et à tous, installez-vous avec nous dans ce cocon. Vous allez voir, vous allez très vite ressentir le besoin d'un peu de chaleur. Aujourd'hui, cette invitation au voyage spécial va être rythmée par les accords d'une balalaïka. Je vous emmène au bout de l'Europe, aux extrémités de la Russie, là où le souffle se transforme en glace. C'est parti pour une spéciale Sibérie. Des crissements de pas dans la neige, des craquements sur la glace. La Sibérie est non seulement époustouflante de beauté, mais ses sons aussi sont impressionnants. En particulier sur le lac Baïkal. 31 500 km² d'eau douce, l'équivalent de la Belgique. Il y fait tellement froid que ces eaux gèlent quelques mois par an, ce qui va donner des idées à des ingénieurs très téméraires. Un défi fou que je vous révélerai dans l'incontournable. Dans la taïga, nous irons à la rencontre de ce petit animal, 50 cm à peine. Les premiers villages, les premières églises de la région, c'est avec l'argent de sa fourrure qu'ils ont été construits. C'est pour elle que les hommes se sont installés dans ces espaces inhospitaliers. C'est à cause d'elle que les tsars ont arrimé ces territoires à l'Empire russe. Symbole de richesse, de prospérité, la Sibine a bien failli disparaître. On verra ça dans l'héritage. La Sibérie se prête aux aventures les plus extraordinaires. Et celle que je vous propose de vivre maintenant pourrait bien vous couper le souffle. Nous allons traverser la Russie, de Nijni Novgorod jusqu'au lac Baïkal. Plus de 5000 km aux côtés de Michel Strogoff, le héros de Jules Verne. Le périple va être plein de rebondissements, croyez-moi, avec des forêts infranchissables, des Tatars cruels, des Cosaques intrépides. C'est l'inspiration. De l'Oural à l'océan Pacifique, c'est une terre immense et mystérieuse qui s'étend sur près de 12 millions de kilomètres carrés. La Sibérie, vertigineuse par sa démesure et par l'ivresse de sa nature sauvage, est un territoire sillonné par de puissants cours d'eau, barrés de montagnes impénétrables. Avant l'arrivée du transsibérien à la fin du 19e siècle, traverser ces étendues relevait de l'exploit. Ce n'est pas comme faire le tour du monde en 80 jours ou aller sur la Lune, mais presque. Rien d'étonnant à ce que ces paysages emplis de promesses aient séduit Jules Verne. Paru en 1876, son roman Michel Strogoff retrace le périple d'un courrier du tsar chargé d'une mission d'extrême importance. L'intrépide héros doit partir de Moscou pour rejoindre Irkoutsk à plus de 5000 km afin de sauver la Russie des envahisseurs tartares. L'écrivain, qui n'a jamais mis les pieds en Russie, va raconter une aventure de Far West oriental que les Russes considèrent aujourd'hui encore comme un portrait parfait de cette terre sauvage. Nijni Novgorod, à 400 km à l'est de Moscou, est une des premières étapes du périple du courrier du tsar. Posée au confluent de l'Oka et de la Volga, cette ville abrite au XIXe siècle une foire annuelle si importante qu'elle donnera à Nijni Novgorod le surnom de porte-monnaie de la Russie. En mission secrète, Michel Strogoff arrive dans la ville sous l'identité d'un négociant sibérien. Je pense que Jules Verne était toujours attiré par des phénomènes originaux qui reflètent l'identité d'un peuple. La foire de Nijni Novgorod était l'incarnation de cet esprit russe d'entrepreneuriat. Tout ce que l'on trouve en Russie était concentré ici. Des ressources naturelles, de l'intelligence humaine et toutes sortes d'inventions, d'innovations. En plein cœur de la ville,
L'imposante halle principale et sa façade richement sculptée accueillaient cette foisonnante et cosmopolite foire du XIXe siècle. Ce bâtiment est construit dans le style néo-russe, qui rappelle l'architecture russe du XVIIe siècle. Il ressemble beaucoup à la célèbre galerie marchande moscovite, le GUM. Le rez-de-chaussée était occupé par les boutiques, alors que l'étage était réservé aux locaux de service. Le temps de la foire, le gouverneur abandonnait le Kremlin pour venir s'installer ici, dans un appartement situé à l'étage. À quelques pas, se dresse la somptueuse cathédrale Saint-Alexandre Nevski, un des symboles de la ville. Elle a été construite à la fin du XIXe siècle pour commémorer la visite de l'empereur Alexandre II à la foire, ce même tsar qui charge Michel Strogoff de sa périlleuse mission. Les négociants de la foire ont décidé de collecter les fonds. Ça leur a pris 20 ans, tant le projet était complexe et difficile à réaliser. Chaque négociant devait donner 5% de ses recettes pour la construction de cette église. Pour Jules Verne, qui cherche le contraste, cette escale dans l'opulence de la foire est le point de départ idéal. Ce qui suit sera une succession d'épreuves. Jour et nuit, Michel Strogoff court d'un relais de poste à un autre. Au bout de 3000 km d'un périple héroïque contre les tempêtes de neige, le courant tumultueux des fleuves et les ours sauvages, Strogoff découvre une ville, Tomsk. Aussi, le luxe de ces maisons peut-il rivaliser avec celui des grandes capitales de l'Europe? C'est une cité de millionnaires enrichie par le pic et la pioche. Ces grandes avenues et ces façades élaborées sont construites grâce à l'argent des exploitations d'or. Jules Verne a brossé un portrait fantastique de la ville de Tomsk que ni les Européens, ni même les habitants de la Russie européenne n'auraient pu concevoir. On imagine de la neige partout, des ours et un peuple qui boit de l'alcool pour se réchauffer. Qui pouvait penser qu'on cultivait ici des roses de Paris et des ananas dans les serres? C'est à Tomsk que Jules Verne situe le camp du chef des Tartares, ces peuples turco-mongols musulmans de l'Asie centrale qui menacent l'intégrité de l'Empire russe et qui vont capturer Strogoff. L'intrigue du roman est imaginaire, mais Jules Verne s'inspire de vraies campagnes militaires que l'Empire russe entreprend au XIXe siècle. Un des peuples tartares, les Tatars, vivent encore aujourd'hui en Sibérie. À Tomsk, ils cohabitent avec des Russes depuis des siècles. Jules Verne ignorait bien évidemment que les Tatars avaient vécu ici pendant des siècles. Mais il a visé juste, en installant le camp du Khan, le chef tatar, sur l'endroit même de l'implantation des Tatars de Tomsk. Dans ce quartier, l'avenue principale porte bien son nom, Tatarskaya. Aujourd'hui encore, fidèle à ses traditions, une communauté tatare vit ici. Bonjour. Dites-moi, cette vieille fenêtre, elle a été restaurée dans les années 80, non? Non, elle est d'origine. Après la colonisation russe, les Tatars quittent leur yourte et bâtissent ces magnifiques maisons en bois sculpté inspirées des izbas russes. Les maisons tatares étaient toujours décorées avec des motifs floraux, des ornements assez chargés. Là-haut, on voit les feuillages qui s'étalent tel un tapis. Les Russes, eux, choisissaient des ornements plus sobres, plus simples. Alors que les Tatars, à qui la religion interdisait de représenter des humains ou des animaux dans leur art, sculptaient de belles fleurs ou de beaux motifs géométriques.
Une opulence que l'on retrouve dans une scène de spectacle de danse orientale donnée à la cour de l'émir, qui est suivie par la scène la plus effrayante et barbare du roman. Suivant la coutume tartare, Michel Strogoff se fait brûler les yeux par une lame ardente. Le surhomme continuera sa course vers l'est, privé de sa vue. Nous sommes au bord du lac Baïkal, là où le puissant fleuve Angara sort du plus grand réservoir d'eau douce au monde. C'est ici que Michel Strogoff affronte le dernier obstacle. Il descend le fleuve sur un radeau, puis sur un glaçon, poursuivi par des loups affamés. Un panorama mouvant se déployait latéralement sur les deux rives du fleuve. Et, par une illusion d'optique, il semblait que ce fût l'appareil flottant qui restait immobile devant cette succession de points de vue pittoresques. Jules Verne n'a pas été le seul à avoir été inspiré par ce paysage majestueux. Ces éléments indomptables promettent un voyage extraordinaire à l'homme. Dans mon enfance, on a tenté de descendre l'Angara, exactement comme Michel Strogoff. Le glaçon qu'on a embarqué pour notre voyage était à peu près de cette taille. Mais il n'était pas soudé à la rive comme celui-ci. Il tanguait. Il fallait faire attention en montant dessus. Nous étions 4, 3 filles et un garçon. Et c'est le garçon qui a eu l'idée. C'était un intello. Il nous a demandé « Savez-vous que l'Angara se jette dans le Yenisei et que le Yenisei se jette dans l'océan Arctique ?» Puis il a dit « Vous voulez y aller ?» Nous le voulions absolument. À peine montés sur le glaçon, les enfants sont aperçus par un homme qui se presse de les secourir. Quelques années plus tard, Irina découvrira avec émerveillement le roman de Jules Verne, jamais publié pendant la période soviétique. Le roman m'a enchantée. On ne peut qu'être admiratif envers quelqu'un qui a décrit notre pays d'une manière si brillante, si expressive, avec autant de détails, même si ça ne correspond pas toujours à la réalité. Comme s'il était venu ici et qu'il avait tout vu de ses propres yeux. J'en suis très admirative. Les eaux tumultueuses de l'Angara transporte le courrier du tsar jusqu'à la capitale de la Sibérie orientale, la ravissante Irkoutsk. Située près de la frontière mongole, Irkoutsk est un vrai point de rencontre entre l'Orient et l'Occident. La ville s'est imprégnée de toutes sortes d'influences. Avec ses coupoles, ses clochetons, ses flèches élancées comme des minarets, ses dômes ventrus comme des potiches japonaises, elle prend un aspect quelque peu oriental. Il avait raison, Jules Verne. On voit que cette église a des influences orientales très présentes. Ses formes octogonales qui s'élancent et ses dômes ventrus en témoignent. L'influence orientale est évidente. Construite au XVIIIe siècle, l'église de l'Exaltation de la Sainte-Croix est un chef-d'œuvre du baroque sibérien. Sur la façade sud, on voit des détails qui proviennent de l'architecture bouddhiste et des symboles bouddhistes. Au premier abord, ce sont des choses incompatibles avec l'orthodoxie. Et pourtant, c'est un mélange harmonieux. Jules Verne est subjugué par cette double identité d'Irkoutsk, où les stupas bouddhistes côtoient d'élégantes façades ornées de colonnes et de portiques. Dans ces rues prend fin le périple de Michel Strogoff. Sa mission est remplie. Le frère du tsar est sauvé, les envahisseurs tartares sont repoussés. La mission de Jules Verne prend fin aussi. Il nous a fait vivre avec son héros l'immense Sibérie.
Ce ne sont pas les erreurs qui m'ont marqué, mais cette impressionnante quantité de recherches et de découvertes que Jules Verne a réalisées. Cela lui a permis de brosser le portrait de la Russie, et surtout de l'homme russe, du Sibérien. Pour plusieurs générations de lecteurs, la fresque russe, peinte à distance par l'écrivain français, est devenue une vraie encyclopédie de la vie sibérienne. La Sibérie, c'est aussi le plus grand cimetière de mammouths au monde. Et c'est le clin d'œil de Thomas Chevineau. La Sibérie, c'est le point commun entre Michel Strogoff et les mammouths. Pour les deux espèces, c'est la fin du voyage. À Irkoutsk, pour le héros de Jules Verne, du côté de Yakoutsk pour les pachydermes. La ville la plus froide du monde. Capitale de la République de Yakoutie, moins 50 degrés Celsius. De là, on accède à la Grande Liakov, une île qui fait la moitié de la Corse, 4600 km². L'hiver, c'est un désert blanc. Mais l'été, la toundra vert de gris laisse apparaître de l'ivoire. Noirci par le temps, certes, mais ivoire tout de même. Sur cette île se trouve l'un des plus grands cimetières de mammouths laineux au monde. Mammouthus primigenius, des vieilles bébêtes qui étaient là entre moins 800 000 et moins 12 000 ans avant notre ère. Même Mathusalem ne peut pas en dire autant. La Grande Liakov, c'est un congélateur géant. Et il faut de la place pour loger tout ce monde. Un mammouth laineux, c'est 8 tonnes pour 5 mètres de long. Depuis leur découverte au 18e, ils font le bonheur des scientifiques. L'un des mammouths du Muséum national d'histoire naturelle de Paris vient de là. Mais ils font aussi la richesse des chasseurs d'ivoire. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser les défenses en excellent état. Sur la petite Liakov, l'île d'à côté, une équipe scientifique russe a découvert il y a quelques années une carcasse vieille de 28 000 ans, parfaitement conservée. À l'examen, du sang se serait mis à perler, de quoi réveiller les fantasmes les plus dingues, recréer un mammouth laineux à partir de son ADN. Le Jurassic Park de Spielberg, finalement, ce sera en Sibérie. Pas sûr que le mammouth laineux soit content de revenir sur Terre en plein réchauffement climatique. D'autant plus que c'est peut-être ce qui l'a tué, le réchauffement. Il y a plus de 10 000 ans, la fonte des glaces aurait commencé à inonder les plaines où ils vivaient. Résultat, les animaux ont dû se réfugier sur les hauteurs où ils n'ont plus trouvé à manger. D'autres études évoquent les chasseurs qui les auraient décimés ou une carence en minéraux. On n'en saura de toute façon jamais rien. Parce que si un éléphant, ça trompe énormément, alors un mammouth, ça trompe encore plus. Et après les mammouths, un animal tout aussi poilu mais beaucoup plus petit, la zibeline. Des hommes se sont lancés à la conquête de la Sibérie pour elle. Toujours plus à l'est, ils ont bravé un climat inhumain. La zibeline, en fait, c'était l'or russe. Et c'est aujourd'hui l'héritage. La taïga sibérienne s'étend à perte de vue. Des ours, des loups et des lynx règnent ici en maître absolu. Mais c'est la zibeline, un petit animal aujourd'hui protégé, qui détermina le destin de ce gigantesque territoire. C'est à la recherche de sa précieuse fourrure que les Russes se lancent dans la conquête de la Sibérie au XVIe siècle. La fourrure était la richesse principale de la Sibérie. C'était la force motrice de l'exploration et de la conquête même de la Sibérie par l'État russe. Au Xe siècle déjà, l'économie de l'ancien État russe repose sur l'exportation des peaux d'animaux. À l'époque, l'Europe ne sait pas encore tisser sa laine à l'échelle industrielle et la fourrure est indispensable pour se protéger du froid. Celle de la zibeline est réservée aux puissants. Elle orne la célèbre couronne de Monomakh, portée par les monarques russes pendant plusieurs siècles et exposée au Kremlin de Moscou. Mais au XVIe siècle, victime de la chasse intensive, la précieuse bête se raréfie. Le tsar envoie les Cosaques, ces explorateurs mercenaires, en trouver vers l'est, au-delà des monts de l'Oural.
Ils font une première étape à 2300 km de Moscou. Ici, ils fondent Tobolsk, la première ville russe sibérienne. Quelques centaines de Cosaques russes, Yermak en tête, remontent le courant de la rivière Irtych et arrivent ici. Quand Yermak voit ce beau paysage, ces 5 collines, il se dit qu'il veut fonder ici une forteresse en bois. Mais ce territoire est occupé depuis un siècle par les Tatars, ce peuple turco-mongol en guerre contre les Russes à l'époque. Sur la rive de l'Irtych se joue la bataille épique entre les Cosaques et les Tatars. L'enjeu est de taille. Qui va transporter les précieuses fourrures de Zibline? La bataille décisive entre Yermak et le khan Kouchoum a eu lieu ici, au pied du cap Tchouvache. Yermak a remporté la bataille. La victoire de ce pionnier a marqué le début de la conquête russe de la Sibérie. Tobolsk devient la capitale d'un gigantesque territoire qui s'étend jusqu'au lac Baïkal à l'est. Dominé par les dômes étincelants de la cathédrale Sainte-Sophie, le Kremlin est un ensemble de fortifications de l'ancienne Russie, protégeant les bâtiments du pouvoir politique. Parmi eux, cet édifice imposant, érigé ingénieusement entre 2 collines abruptes, offre l'accès au Kremlin depuis la partie basse de la ville. C'est l'hôtel des impôts, mais ce ne sont pas les pièces d'or qui y étaient stockées. Moscou, qui voulait avoir sa part de fourrure sibérienne, établit un impôt spécial, le yassak, prélevé auprès des autochtones. Chaque habitant devait payer un certain nombre de pots de Zibline à l'État. Et toute cette fourrure était stockée dans cet hôtel des impôts. Pour assurer la collecte de cet impôt en nature, les Russes employaient des méthodes musclées. Un membre de la famille imposable était retenu en otage jusqu'à ce que le chef de famille apporte les pots. Aujourd'hui, ce bâtiment abrite la collection des musées du Kremlin de Tobolsk. Mais au XVIIIe siècle, il était rempli de fourrures. Des fourrures d'écureuils, de castors, de renards et de zibline. La Sibérie était le fournisseur principal de fourrure sur le marché russe. Notre région produisait 1 million de pots par an. À la fin du XVIIe siècle, l'exportation de la fourrure sibérienne représente la moitié de tous les revenus de l'État. En Europe comme en Orient, le tsar moscovite a le monopole du marché. Au risque d'être condamné à la peine de mort, il est interdit de sortir la zibline vivante du territoire russe. C'est la fourrure de zibline qui était la plus prisée en Sibérie. On l'appelait la fourrure du tsar. C'était de l'or doux. Pourquoi était-elle si prisée? Parce qu'elle est très lisse, douce, épaisse, belle et particulièrement solide. Au XVIIe siècle, la zibline se raréfie encore, forçant les explorateurs russes à s'aventurer toujours plus à l'est. En quelques dizaines d'années, les Cosaques parcourent des milliers de kilomètres. Ils construisent des fortins en pleine taïga pour ainsi prélever le yassak, cet impôt en fourrure. À l'ouest du lac Baïkal, au milieu de la neige et de la glace, brille Irkoutsk. Ces églises orthodoxes et ces imposantes demeures révèlent un passé de ville marchande prospère. Ces négociants, disait-on, pouvaient paver de leur argent la route jusqu'à Moscou. En 1762, l'impératrice Catherine II supprime le monopole d'État sur l'exportation de fourrure. C'est l'âge d'or des marchands d'Irkoutsk qui s'enrichissent avec la vente de fourrure à la frontière chinoise. L'église de la Vierge de l'Incarnation, de style baroque sibérien, fut d'ailleurs construite par le plus riche négociant de la ville du milieu du XVIIIe siècle, Ivan Betchevin.
La traite de fourrure a joué un grand rôle dans l'enrichissement des négociants, entraînant le développement de la ville d'Irkoutsk. La plupart des églises ont été construites avec leur argent. À la recherche de Zibline, Ivan Betchevin organise des expéditions aux confins de l'Empire, sur la presqu'île de Kamtchatka, mais aussi sur les îles du Pacifique Nord. C'était des expéditions à haut risque. L'océan Pacifique n'était pas aussi calme que son nom l'indique. Il y avait très souvent de violentes tempêtes. Ces voyages risqués encourageaient les négociants à prier Dieu pour les protéger. Ils construisaient des églises pour sauver leur âme, bien sûr, mais aussi pour que leurs affaires perdurent. Au XIXe siècle, de grandes fortunes font prospérer la ville. Les sublimes maisons se parent de décorations de dentelles de bois, devenues la signature d'Irkoutsk. Mais les marchands s'engagent aussi dans la gestion de la ville. Nous sommes au manoir de Vladimir Soukhatchev, célèbre mécène et maire d'Irkoutsk à la fin du XIXe siècle. Regardez cette encre, qui paraît un peu étrange sur le toit de cette maison. D'un côté, elle rappelle que les ancêtres de Soukhatchev sillonnaient l'océan, allaient sur les îles du Pacifique à la recherche de fourrure, mais elle a aussi un sens allégorique. Soukhatchev est revenu dans sa ville natale, y a jeté l'ancre et a consacré les dernières décennies de sa vie à la ville d'Irkoutsk. Ce philanthrope ouvre des écoles et plante des espaces verts. Mais il est surtout connu pour son impressionnante collection de peintures russes et européennes, dont il a fait don à la ville. Esprit curieux, Vladimir Soukhatchev s'initie également à la botanique et crée l'une des plus grandes curiosités de la ville. Cultiver des plantes exotiques en Sibérie, au milieu de toute cette neige, c'était curieux. Ici, on a le caféier d'Arabie, par exemple. Sa présence témoigne de la richesse de ces négociants. À une centaine de kilomètres à l'est, se trouve l'éternel lac Baïkal, grand comme la Belgique. De la glace sur 600 km de long, dont les craquements permanents laissent penser à une bête préhistorique assoupie. Depuis toujours, la zibline qui peuple ces rives est extrêmement précieuse. Alors qu'elle est en voie d'extinction au début du XXe siècle, les Russes vont créer un lieu dédié à sa protection. C'est sur sa rive orientale que s'étend la réserve naturelle de Bargouzine. Dans cette forêt vierge traversée par de nombreuses rivières, vivent aujourd'hui un peu plus de 1000 ziblines. Ici, les chasseurs ont été chassés par une poignée de biologistes. Le revenu apporté par la vente d'une zibline suffisait au chasseur pour nourrir sa famille pendant 1 an. S'il en chassait 2, il était riche. Du coup, les chasseurs de la vallée de Bargouzine faisaient tout pour les attraper. La zibline est toujours aussi précieuse, et si sa traque continue d'avoir lieu, elle n'a plus que pour objectif de la préserver. Nous recensons les traces des animaux. Je dois rayer les traces pour ne pas me tromper par la suite.
Demain, je vais repasser et je vais recenser de nouvelles traces, celles qui auront été laissées après mon passage. Et c'est à partir de ça que je pourrai faire des estimations sur la population des Yblines. Depuis longtemps, la zibeline n'est plus la première richesse de la Russie. Mais dès le XVIe siècle, la quête de l'or doux aux confins du continent a fait naître le plus vaste pays du monde. Donc on en met comme ça. Oui. Allez, direction le lac Baïkal maintenant. Comme il est gelé une bonne partie de l'hiver, je pourrais très bien vous proposer de le traverser avec des patins à glace ou bien sur des skis. Mais on va faire plus fort encore, plus risqué. À votre avis, est-ce qu'un train de plusieurs tonnes peut traverser un lac gelé? Eh bien, la réponse, la voici dans l'incontournable. Les claquements secs de la glace perturbent le silence envoûtant. On pense à une gigantesque bête préhistorique qui bouge sous sa carapace. En hiver, à plus de 5000 km à l'est de Moscou, le lac Baïkal se métamorphose en fantastique patinoire. Des fissures, telle une toile d'araignée, strient sa surface miroitante. Difficile d'imaginer qu'en dessous hiberne le lac sibérien, le plus profond au monde. Pendant 2 mois d'hiver, quand la glace est la plus épaisse, de courageux randonneurs s'aventurent dans ce royaume de la Reine des Neiges. Incontournable lac Baïkal qui cache une toute autre histoire. Celle d'un défi totalement fou. La construction d'une ligne de chemin de fer sur les eaux du lac. Alexandre Ropta est historien des chemins de fer russes. Il nous dévoile cet épisode glacial du début du XXe siècle. La voie du transsibérien s'arrêtait ici, dans cette gare. Elle reprenait de l'autre côté du lac Baïkal pour aller vers Tchita et après jusqu'à Vladivostok, en Extrême-Orient. Le transsibérien. Depuis 1901, ce train devenu légendaire traverse le Grand Est et relie Moscou à Vladivostok. Sous l'impulsion du tsar, les ingénieurs ont réussi à franchir la taïga, les puissants fleuves et les sols gelés. Mais le lac Baïkal reste le plus grand obstacle. Il faut trouver un moyen pour relier les deux rives, et ce, toute l'année. Pour ne pas interrompre le flux de passagers et de cargaisons, le gouvernement a décidé d'organiser la traversée du lac à l'aide de 2 brise-glaces. Le premier, le Baïkal, transportait des locomotives et des wagons. Le deuxième brise-glace, l'Angara, transportait des passagers et des cargaisons. Au plus froid de l'hiver, lorsque le brise-glace n'a plus de prise sur cette carapace épaisse de plus d'1 mètre, ce sont les chevaux qui prennent le relais. Pour traverser ces 40 km qui séparent la rive occidentale de la rive orientale, il faut compter une journée entière. En février 1904, éclate la guerre entre la Russie et le Japon. Les deux puissances se disputent le contrôle de la Mandchourie et de la Corée. Et la Russie doit impérativement acheminer des troupes et des munitions dans l'extrême-orient, à l'aide du transsibérien. Mais le lac Baïkal est totalement gelé. Le ministre des Transports suggère alors au tsar un projet très risqué, poser les rails du transsibérien à même la glace. Au départ, il voulait que les locomotives circulent sur la glace du lac, qu'elles traversent et continuent de l'autre côté. Sauf que la glace ne pouvait pas supporter le poids des locomotives. Sous leur poids, la glace cédait. Ils ont donc décidé de démonter les locomotives en 3 parties. La chaudière, le châssis et le tender. Un stupéfiant chantier se met en place, sous la neige, dans le froid et le vent de l'hiver sibérien.
En un mois, 65 locomotives, plus de 2000 wagons et des tonnes de munitions sont peu à peu transportés sur cette voie ferrée tremblante. Par tous les temps, des chevaux tirent péniblement les wagons. Des centaines de milliers de soldats, eux, marchent le long des rails. Au-delà du froid, il va falloir affronter un autre danger, bien plus grave. Les fissures qui se formaient constamment sur la glace représentaient le danger principal. Ces fissures résultent d'une activité tectonique permanente du lac Baïkal. Personne ne pouvait prévoir où de nouvelles fissures allaient apparaître. Quand les fissures étaient grandes, la voie ferrée se rompait tel un fil. Il fallait enlever les rails et les remettre ailleurs. Le chantier est titanesque. Au milieu du lac, une gare est aménagée, où les soldats peuvent se réchauffer et se nourrir. Pour communiquer au plus vite avec le front, on va aller jusqu'à planter une ligne de télégraphe sur la glace, le long des rails. Au moment de la guerre, c'est ici que se trouvait le centre névralgique de toute la Russie. Ce lieu était au centre de toute l'attention des ministres des Transports et de la Défense. Même l'empereur contrôlait constamment ce point sur la carte de la Russie pour voir comment était organisée la traversée. Le succès même de l'armée russe sur le front japonais dépendait de cette traversée et de son efficacité. Mais la Russie ne gagnera pas cette guerre. Au bout d'un an et demi de combat, elle signe sa capitulation. Cette défaite marque le début du vacillement du régime tsariste. Un an après, une ligne contournant le Baïkal sera achevée. C'est la dernière fois qu'on aura vu un train traverser un lac. Alors vous les prenez quand vous billets pour la Sibérie? J'espère en tout cas que cette escapade vous aura émerveillé. Si vous voulez nous poser des questions sur cette destination, n'hésitez pas, hein. Les réseaux sociaux sont là pour ça. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et comme on dit en Sibérie, do svidania.